Bonjour mes amis intuitifs, bonjour Marie-Julia. Bonjour Sylviane. Alors, nous sommes réunis, si j'ose dire, toujours grâce aux merveilles de la technique et de Zoom, parce que vous avez écrit un livre qui s'appelle Expérience de naissance imminente, qui est le fruit d'une recherche assez extraordinaire, hors du commun. Les mots nous manquent hein, pour parler de cette expérience. Donc, vous êtes sage-femme, et alors, je ne vais pas me tromper, docteur en sciences de la vie et de la santé. Hein? Exactement, c'est ça. Voilà. Oui, Alors, donc, vous avez écrit un livre. Alors, je vais quand même expliquer ce que c'est que l'expérience de naissance imminente. C'est pas expérience de mort imminente. Non, c'est le contraire. C'est expérience de naissance imminente. Et s'il était possible de communiquer avec l'âme des bébés avant qu'ils naissent, qu'aurait-il à nous dire? Alors, c'est ça le sujet du livre qui est vraiment hors du commun. Faut dire les choses comme elles sont. Hein. c'est Alors, vrai. euh, Marie-Julia, franchement, moi j'étais subjuguée par votre livre. Je l'ai dévoré, hein, vous voyez, hein, je l'ai vraiment vu, lu du début jusqu'à la fin. Il est Merci. d'une richesse incroyable, très bien écrit. Là, je suis très très sensible à l'écriture, très bien écrit et vivant. Voilà, il est très vivant. Alors pour des bébés qui vont naître, ça paraît, Ouais. hein, C'est bien, c'est vraiment très bien. c'est bien. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé, Marie-Julia, à écrire, enfin d'abord à écrire le livre, c'est le fruit de la recherche, mais à vous lancer dans cette recherche? Ça a été un long processus, en fait. Si je l'analyse un peu maintenant que le livre est sorti, je comprends que ça a été un processus d'évolution personnelle aussi. Bon, déjà, j'ai travaillé 22 ans dans la pratique de sage-femme. Donc, j'ai accompagné des centaines de couples et de bébés à naître. Et j'ai toujours été fascinée, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tous les cas touchée par le regard des nouveau-nés à la naissance. Il y a toujours un petit moment où ils sont tout calmes, ils ont les grands yeux ouverts comme ça, puis ils nous regardent comme surpris presque d'être là. Et ce regard-là, il m'a toujours touchée. Il y a une vastitude à l'intérieur d'un regard d'un nouveau-né qui vient de Oui. naître. Une impression d'être nu face à eux, comme s'ils ils voient tout de nous. Voilà, j'ai constaté ça. Durant toutes ces années de pratique, c'était assez bouleversant pour moi, mais je n'en faisais rien de particulier, je le constatais. Et puis j'avais plaisir du coup à faire ce métier formidable et ça a duré très longtemps et c'est parfait comme ça. Après, j'ai eu moi-même trois enfants de façon assez rapprochée et j'ai observé en étant maman moi-même la différence de personnalité qu'il y avait immédiatement les premières heures de vie avec chacun de mes enfants. Et je me disais, mais ça vient d'où? Parce que les mêmes parents, Oui. un bébé qui n'est même pas encore sorti de la pièce, de la maternité, qui n'a rien vu de la vie terrestre peut-être, d'où lui vient cette personnalité? Ça aussi, ça me questionnait parce que je l'observais aussi dans mon métier. On voyait aussi hein, des bébés qui ont tout de suite une façon d'être, quoi. Dormir beaucoup ou chercher l'interaction déjà très vite ou se jeter sur le sein ou au contraire faire la banane cambrée en arrière pour pas le prendre. Beaucoup de pleurs. Enfin, je sentais qu'il y avait quelque chose, que ces nouveau-nés arrivaient avec une identité, une sorte de personnalité déjà là, avec un grand point d'interrogation quand même, d'où ça vient, quoi. Ah oui. Qu'est-ce qui crée ça, quoi? Alors, je ne vais pas vous dire que j'ai la réponse, hein, forcément, après ça. Et puis, il y a eu un événement aussi marquant qui a semé la graine de cette recherche, selon moi. Je ne l'ai pas compris sur le moment, mais je le sais maintenant. C'est il y a à peu près 15 ans, donc ça fait longtemps, dans les années 2010, est arrivé entre mes mains. C'était juste au moment où je commençais mon doctorat, parce que moi, j'ai fait un doctorat sur le tard, hein, début de la quarantaine. Et ce livre qui s'appelle Les Neuf Marches, je ne sais pas si vous Oui, connaissez, qui oui. est De écrit par Gévaudan, oui. Daniel Meroy et puis Anne Givaudan. C'était une petite bombe pour moi en tant que sage-femme hein, de lire un livre comme ça. Donc, pour les auditeurs qui ne l'auraient pas lu, c'est un livre qui raconte la rencontre de ce couple Meroy et Givaudan. Alors, c'est vrai qu'on peut
Enfin, on ressent juste ou on ressent pas juste ce qu'ils font. Ça, je veux pas juger ça parce que c'est assez extrême. Mais eux disent qu'ils arrivent à faire des voyages dans d'autres dimensions ensemble avant, hein, parce que ils ne sont plus ensemble à présent, mais à l'époque où ils ont écrit ce livre. Et puis qu'en faisant un voyage astral, comme ils l'appellent, ils ont rencontré une âme en chemin du retour. C'est comme ça qu'elle leur a dit. Et cette petite âme, ils l'ont appelée, enfin, elle leur a dit s'appeler Rebecca. Et elle leur a raconté chaque mois ce qu'elle vivait, comment elle allait regarder ses parents, comment elle essayait d'interagir avec eux, ce qui se passait dans ce processus de descente dans la matière jusqu'au neuvième mois, la naissance. Et ce livre, il m'a tellement interpellée. Bon, voilà, je l'ai lu et j'en ai lu beaucoup d'autres depuis. J'en ai rien fait du tout, hein, à l'époque, rien fait du tout. Mais j'ai l'impression que c'est tout ça, en fait, qui s'est mis ensemble. L'année de mes 50 ans, alors c'est peut-être, je ne sais pas, la symbolique de nouvelles portes, un passage pour moi. Et c'est comme si tous ces aspects de ma vie, de mon expérience de sage-femme, de maman, de mes lectures, de mes explorations spirituelles personnelles depuis tout le temps, se sont mis ensemble pour faire cette recherche. Alors, ça n'est pas venu avec mon analyse, ma tête, voilà, je m'ennuie, je vais faire quelque chose de différent cette année, pouf, ça s'est pas du tout passé comme ça. L'idée m'est venue durant un moment de méditation, un matin, je m'en rappelle très bien. Et quand cette idée est descendue dans moi, j'ai envie de le dire comme ça, en fait, ma première réaction, ça a été no way, Ben non, même pas, même pas en rêve, je dirais, parce que j'ai ri toute seule de moi d'avoir une pensée aussi folle que celle-là. Parce que je connais le milieu académique et j'ai tout de suite compris que ce serait très compliqué de faire une recherche scientifique comme celle-ci. Et pourtant, le message qui me venait, c'était vraiment la science, hein. C'était pas d'écrire un livre de témoignage d'une sage-femme. C'était d'essayer de faire se rejoindre la science, la spiritualité et la maternité ensemble. Donc la science avait son importance. Et ça m'a un petit peu donné le sens de pourquoi j'ai fait un doctorat à 40 ans, parce que je n'avais jamais rêvé de faire ça avant non plus, mais la vie m'a amené à faire ça, en fait. Et donc j'ai résisté un petit moment. Je n'ai pas tout de suite foncé dans cette idée, dans cette proposition de recherche, parce que je la trouvais folle moi-même. Et puis, et puis, je me disais, mais comment je vais faire ça, en fait? Par quel bout prendre ça? Comment faire en sorte que ce soit de la science, hein, sur un sujet aussi loin de la science habituellement? Donc, puis tout à coup, j'ai lâché parce qu'en fait, ça m'obsédait. J'ai voulu rester dans mes clous, dans ma vie bien installée, je dirais, de chercheuse. Euh, mais c'était toujours là. Donc, à un moment donné, quand c'est comme ça, ça m'est On arrivé fonce, beaucoup de vous choses avez dans ma vie. fini par foncer. On finit par lâcher prise parce qu'en Oui, fait, la oui, résistance, elle est plus fatigante oui. que de suivre le mouvement. Et voilà. Puis moi, quand je pars, hein, donc je vais à fond. Donc, une fois que j'ai dit un oui intérieur, j'y vais. Je vais tenter, je fais du mieux que je peux, on verra ce qui se passe. Bah, je suis partie. Et puis les étapes se sont ouvertes les unes après les autres. Ça n'a pas été un chemin facile pour autant, hein. Ah, pas un long fleuve Euh, tranquille, hein. Pas j'ai un dû, long fleuve tranquille. j'ai dû sauter plusieurs barrières. Je me suis pris les pieds dans certaines, écrasée par terre à certains moments. Mais à chaque fois, il se passait quelque chose qui faisait que ben, je me relevais et puis je repartais en confiance avec des encouragements, je dirais. Et ça a été toute une aventure en soi, cette recherche. Alors, vous n'êtes pas toute seule, vous avez trouvé des personnes pour vous accompagner dans cette Oui, idée ah, oui, oui, hors oui. du commun. On ne va pas dire folle, parce que, alors, évidemment, ça paraît fou, hein, ça paraît fou, mais c'est vraiment, mais c'est fascinant, hein, fascinant. Ce que vous racontez, c'est absolument, alors, fascinant, vos découvertes, parce que le long chemin pour y arriver, non, effectivement, c'est loin d'être un,
ça n'était pas un long fleuve tranquille. Alors, vous avez trouvé donc des gens qui partaient dans l'aventure. On peut dire que c'est une aventure hein, quand même. Oui, 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 C'est une oui. sacrée aventure Oui, d'ailleurs. oui, Hein. oui, oui. J'ai Ah, réussi à faire monter plusieurs personnes sur le bateau quand même. Je suis très contente voilà. parce qu'on était une belle équipe, une grande équipe de recherche. Donc, dans cette équipe, il y avait 3 chercheurs avec moi. C'était très important, une recherche. On ne doit pas la faire seule parce que sinon on peut se fourvoyer dans nos représentations, nos croyances. On a la tête dans le guidon. Donc, moi qui enseigne maintenant la recherche scientifique, je dis toujours aux étudiants qu'il faut être une équipe pour faire de Oui, la recherche. Il faut qu'il y ait plusieurs cerveaux ensemble pour se mettre des garde-fous les uns les autres et pour donner le meilleur, quoi. oui. Et donc, sont arrivés avec moi Magali Eckermann, qui est une gynécologue obstétricienne belge que j'ai rencontrée en organisant une journée sur les violences obstétricales. Dans le cadre de mon travail, une journée scientifique, je l'avais invitée parce qu'elle avait travaillé là-dessus. Et puis, on a eu un moment le soir où on a débriefé de la journée, puis on a parlé de choses et d'autres. Et j'ai été amenée à lui parler de cette recherche. Et puis, elle a été tout de suite enthousiaste parce que elle a fait elle faisait à l'époque, elle était en cours d'un diplôme universitaire en état de conscience modifié. Et ça l'intéressait beaucoup. Donc, elle m'a proposé de m'aider pour De l'analyse. monter dans le bateau. Elle est montée dans le bateau, très joyeusement. Après est venu aussi Renaud Évrard, qui est un chercheur avec un doctorat en psychologie. Il a écrit plusieurs livres sur les expériences dites exceptionnelles, entre guillemets, sur les expériences de mort imminente, sur la mort. Et c'est un chercheur chevronné. Puis j'étais très heureuse qu'il monte dans le bateau aussi pour analyser les données avec Magali et moi pour les francophones, je dirais, parce que la dernière personne est anglophone, c'est Elane Vabé. Alors ça, c'était la toute première, en fait, à s'associer à ce projet parce que j'ai cherché au début des collaborateurs, enfin des partenaires scientifiques dans mon entourage proche par facilité et j'ai pas trouvé. À chaque fois que je proposais un rendez-vous pour un projet de recherche, tout le monde me disait oui parce que voilà, j'ai quand même fait beaucoup de choses avant ça qui ont été reconnues. Mais quand je commençais à expliquer le sujet, le monde invisible, la conscience en dehors du cerveau, enfin, tous ces mots-là, c'était en fait des mots qui fermaient immédiatement. Donc, je me suis retrouvée à un moment donné un peu démunie en me disant comment je vais trouver des scientifiques pour travailler avec moi. Et j'ai commencé à élargir et puis à regarder sur le net et puis au niveau mondial. Et j'ai découvert ce centre qui s'appelle IONS, Institute of Noetic Sciences, en Californie, qui est un institut de recherche sur la conscience qui a été fondé par un astronaute, un scientifique, donc hein, c'est très intéressant, Edgar Mitchell, en 1973, après un voyage sur la Lune, est revenu, il a dû vivre là-bas une expérience spirituelle particulière. En tous les cas, il est revenu avec une évidence et qu'il fallait faire de la recherche scientifique sur la conscience, la grande conscience et les petites consciences. Et il a créé ce centre de recherche en Californie qui s'appelle IONS, qui est maintenant dirigé par Elane Vabé. Et Elane Vabé, c'est la directrice d'une équipe de recherche là-bas. Donc, je l'ai contactée et je lui ai expliqué mon projet. Et elle a été un peu waouh, quoi. On n'a jamais pensé à explorer la conscience à ce bout-là, de cette façon-là. Et ça, c'était très joyeux pour moi. C'était ma première partenaire scientifique. Je pensais qu'elle me mettrait un doctorant peut-être à disposition. Et puis, en fait, non, elle m'a dit, moi, je veux, moi, participer en Monter personne dans le bateau. à ce projet. Donc, elle est montée dans le bateau. Elle est montée dans le bateau joyeusement. Et c'était très précieux de la voir parce qu'elle m'a ouvert sur plus grand que ce que je pensais faire au début. Dans le sens
Au début, j'étais un petit peu, même si je suis quand même ouverte d'esprit pour faire quelque chose comme ça, mais j'étais quand même un peu dans ma boîte scientifique académique, un peu rigide, de me dire, puisque c'est une recherche scientifique, il faut que les choses soient vérifiables, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc, j'avais imaginé comment récolter des données vérifiables. Et Elane Babé a eu un retour, une bonne critique sur mon protocole. Et puis elle m'a dit, ce serait dommage de ne pas profiter d'une recherche comme ça. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant pour ne pas poser des questions dont on ne pourrait pas vérifier les réponses, mais qui auraient leur intérêt quand même pour voir ce qui est dit. Donc, dans ma recherche, il y a des sujets sur lesquels on a pu vérifier des choses et d'autres, on n'a pas pu vérifier les choses. Euh, Est-ce que vous voulez que je précise un peu les choses? Oui, on va en parler Ah parce que ouais, vous je avez voulais. donc établi, donc on a déjà tous les gens qui sont sur le bateau. Après, Oui. il a fallu Ah, c'est pas trouver. fini, hein, pardon. C'est Ah pas non, fini, les gens sur le bateau. il y en a Ça encore d'autres. Ouais, oui, il y en a beaucoup, il y en a 10 autres encore. Il y a ils sont montés sur le bateau pour faire cette recherche des personnes douées d'un sixième sens. Mhm. Parce que en construisant le protocole, j'en avais discuté avec avec Sylvie Ouellette, qui est une Oui, médium que j'avais rencontrée ici lors à Genève. Et l'idée, c'était d'utiliser les capacités des personnes douées d'un sixième sens pour faire les intermédiaires entre l'âme des bébés et puis les chercheurs. Et pour ça, on n'a pas vu d'autre façon de procéder que de travailler avec des personnes douées d'un sixième sens, donc de perception sensible, mhm. extrasensorielle. Je les ai appelés médiums par facilité dans le livre, mais je dois dire que beaucoup n'aiment pas se faire appeler médium. Pour eux, ça les enferme dans quelque chose. Oui. Mais par facilité, je les appelle médiums quand même. C'est des intermédiaires finalement. Voilà, C'est ce sont ça. des Hein. intermédiaires. Voilà. Alors, j'en cherchais trois. Ça me semblait raisonnable de travailler avec trois personnes. Il n'était pas question de travailler avec un seul parce que un seul, ça lui faisait porter beaucoup trop de responsabilités, d'une part. Puis, je voulais pas non plus que ça nourrisse un ego personnel. Oui. Et puis, avec ce que j'avais lu sur les recherches qui utilisent les médiums, parce qu'il y en a beaucoup en fait, hein, j'ai Oui. découvert ça là quand j'ai voulu construire le protocole. Il y a Julie Béchel aux États-Unis dans un institut qui s'appelle Windbridge Institute, donc un pont, qui étudie beaucoup comment faire de la recherche en utilisant les médiums. Et ces équipes-là ont donné des recommandations que j'ai suivies, parce que moi, c'est pas mon expertise du tout. Et dans les recommandations, bah, c'était de travailler avec plusieurs médiums pour Plusieurs, oui. monter la richesse de ce qui peut être capté, puisque chacun a ses capacités, en fait. Donc, j'ai souhaité commencer avec trois. Et puis là, les choses, ça a commencé à être compliqué pour moi qui voulais tout contrôler parce que les choses m'ont échappé grandement pour ce qui est de constituer l'équipe de médiums. Ça en était presque comique hein, parce que sur les trois que j'avais réussi à rencontrer par le bouche à oreille, par des recommandations, une fois que je leur ai annoncé que je n'avais pas trouvé de financement, malheureusement, parce qu'au début, je leur avais annoncé que je les financerais pour leur travail, et puis j'ai pas trouvé. On a dû tous travailler bénévolement hein, pour cette recherche. Deux sont partis, donc j'en avais plus qu'une. Mais c'est les deux qui sont partis en me donnant des noms d'autres personnes qu'elles me recommandaient vivement, qui peut-être voilà, voudraient travailler bénévolement. Et puis ça s'est fait comme ça, par boule de neige en fait. J'ai contacté ces personnes, certaines ont dit oui, d'autres ont dit non, mais on m'ont donné d'autres noms. Et j'ai été dépassée en fait, parce que je voulais trois personnes remplacer ces deux, et puis je me suis retrouvée avec cinq très rapidement qui avaient très envie de participer à cette recherche. Alors, je me sentais pas de leur dire non, parce qu'en plus, c'était bénévole, donc j'étais pleine de gratitude, au contraire. Et puis, certains, hop, ont fait un test et sont comme s'ils étaient éjectés du projet. Après un premier essai, non, 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 ils voulaient plus ou ils n'arrivaient pas.
Et d'autres arrivaient et je me suis retrouvée avec une équipe de 10. Alors ça, c'était trop, je dirais, avec le recul, parce que ça m'a donné un travail de logistique incroyable pour être voilà, en contact avec chacun, donner les consignes à chacun, recevoir les rapports de communication de chacun. Donc les 10 ne faisaient pas chaque test. C'est pour ça que dans le livre, j'explique qu'on a fait 11 tests avec 11 familles. Et puis, pour chacun de ces tests-là, moi, dès qu'un bébé arrivait, si je peux dire, une maman se présentait avec le papa parfois, je commençais par faire un entretien avec eux. Et puis après, je disais à mon équipe de médiums, bah voilà, il y a un bébé qui se présente, on va l'appeler test 1, 2, 3, 4, 5. Et je leur disais rien de beaucoup plus que ça. Et puis eux me disaient, c'est OK, j'ai du temps, ou c'est pas OK, j'ai pas du temps, j'ai pas de temps. Donc la moyenne pour tous nos tests, c'était 5 médiums à chaque fois qui ont tenté chaque communication avec chaque bébé et qui m'ont envoyé leur rapport de communication. Donc sur le bateau, en plus de ces 3 chercheurs, en plus de Sylvie Ouellette qui m'avait donné des précieuses inspirations au démarrage, 10 médiums, 10 médiums sont montés sur le bateau. C'était déjà. Ouais. Alors, donc, il y a le protocole, vous avez établi le protocole des questions à poser, justement, que les médiums ou intermédiaires devaient poser, on va les appeler comme ça. Oui, Alors, comment vous avez trouvé les papas et les mamans? Parce qu'il a fallu trouver aussi les couples. oui, c'est vrai. C'est vrai, ça a été assez facile, je dirais, étonnamment. Ça a été assez facile parce que j'ai commencé par une femme enceinte qui est passée près de moi, je dirais. Je vais le dire comme ça, sans en dire plus, mais il y avait une femme enceinte dans mon entourage à l'époque, qui ne fait pas partie de ma famille, mais qui était là. Et puis, il y avait quelque chose qui me disait, propose-lui. Et puis bon, j'hésitais un peu hein, à démarrer la première fois, mais je me suis lancée à lui parler de ma recherche et puis elle a tout de suite été partante. Donc j'ai commencé comme ça et puis on a fait cette première expérience. Et comme cette première expérience a été prometteuse dans le sens où les médiums ont pu recevoir des messages, parce que ma question c'était quand même ça, Oui. peut-être qu'il y aurait rien. Peut-être que les médiums me rendraient des pages blanches. Donc, ce premier test, j'avais un peu le cœur qui battait en me disant, ça va vraiment être le go pour aller de l'avant ou on arrête tout à ce stade-là. Et puis, comme les médiums ont réussi à faire des jolies communications avec des choses qu'on avait vérifiées, qui étaient justes, et puis des anecdotes aussi, eh bien, je me suis dit, là, on continue. Donc, j'ai contacté des sages-femmes qui ont une activité indépendante et qui, donc, voilà, font des consultations à des femmes enceintes. Je leur ai donné une feuille d'information de mon étude en leur demandant de diffuser le fait que je cherchais des participantes. Et puis, c'est les femmes qui me contactaient si elles avaient envie. Donc, j'ai été contactée comme ça par des femmes de cette façon-là. Et puis, il s'est aussi passé de la cooptation entre elles, entre amis, je dirais. C'est-à-dire que j'ai aussi été contactée par des couples qui me disaient, ah, on a une amie qui est enceinte, elle nous a raconté la recherche à laquelle elle participe, on aimerait beaucoup participer aussi, est-ce que c'est possible? C'est comme ça que je me suis retrouvée avec 11 tests au lieu de 10 comme initialement prévu. Là aussi, j'ai dû lâcher parce que le numéro 10 et le numéro 11 sont arrivés quasiment le même jour. Et je ne pouvais pas dire non non Non. plus. En Ouais. fait, ça aurait été très compliqué. Voilà. Alors, on veut dire, vous faites la différence entre l'esprit, l'âme et la conscience. Alors, rapidement, comment, là vous dites l'âme des bébés ou la conscience fétale. Alors, quelle est la différence pour vous? Ah là, Sylviane, vous me posez une Ah question. bah oui, justement. Oui, c'est difficile parce que tout le monde n'est pas d'accord sur la conscience Mais déjà. ouais, ouais. Ouais, puis moi, je ne vais pas réussir à mettre tout le monde d'accord parce que il y a plusieurs points de vue, hein. Il y a Oui, des oui, personnes qui disent que il faut pas chercher à différencier ça parce que si on cherche à différencier ça, on rentre dans le mental, la oui, concret. oui, tout à fait, Et oui. puis, on sort de l'essence même de ce dont on parle, qui est donc notre partie métaphysique. Oui. Après, qu'on l'appelle âme, conscience, esprit, pour moi, tout est OK.
qu'on appelle aussi une Je pas, partie d'accord. physique de l'âme. On peut imaginer des nuances, hein. Moi, j'ai lu beaucoup sur le sujet pour essayer de comprendre ce qui pouvait les différencier. Alors, j'en ai une petite perception de différence, hein. Je dirais que l'esprit est peut-être quelque chose qui est le plus haut, je dirais, et puis que l'âme serait l'intermédiaire entre cet esprit du plus haut et puis la matière ici en bas. Maintenant, la conscience, l'âme différenciée de cette conscience, l'âme, là, ça devient. J'ai pas une réponse comme ça. L'âme, c'est ça. La conscience, c'est ça. Je, je, je préfère pas rentrer dans ces explications-là qui nous sortent de l'essence de la Oui, recherche. c'est vrai, tout à fait. Alors, donc, là, la première fois, voilà, vous venez d'en dire le premier couple, le premier bébé, hein, le premier bébé. Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand avec le test, le bébé test 1, hein, on va pas donner les noms, vous donnez les noms après, parce qu'ils donnent leurs noms. Oui, oui, les noms qui sont dans le livre, ce ne sont pas les noms Oui, d'origine. Bien sûr, voilà. ils ont été modifiés. Ce que j'ai ressenti avec le test 1, pour faire le lien avec votre question avant, avec la conscience et l'âme, c'est que c'est le un et numéro 2 et 3, je dirais. C'est à l'issue de ces trois tests-là. C'était drôle parce que je les avais appelés au début bébé test 1, bébé test 2, bébé test 3. Et puis quand on a reçu les rapports hein, de communication des intermédiaires et qu'on a vu la teneur des messages, il y avait une telle maturité, une telle sagesse que ça collait pas avec le terme les bébés, en fait. Ça semblait ridicule de les appeler bébés. Donc à ce moment-là, on a changé la façon de les appeler. On est passé de bébé test à conscience en processus d'incarnation numéro un, numéro 2, numéro 3. Parce qu'on est étonné de ce qu'ils disent, hein, franchement. Oui, on est étonné. Et oui, on est très étonné. Je reste Ah étonnée. oui, 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 Ouais. hein, c'est... Alors, il y a quelque chose, bon, on l'a parlé, vous avez parlé tout au début, ce qui est vérifiable et pas. Effectivement, alors on va parler des bébés un 2 et 3 et jusqu'à 11 hein, tous les bébés. On pourrait penser que les médiums, moi-même, j'ai fait des lectures intuitives et j'ai eu accès des fois aux bébés par hasard, hein, c'était pas bon. Mais je veux dire, on peut imaginer que les médiums ont réussi à lire dans les pensées et à capter les sentiments de la personne. Oui. Mais les bébés, Ah, ils disaient oui, des choses, ils ont dit des choses, les bébés, enfin les bébés, oui. les Les fœtus consciences, bébés, enfin, les fœtus, c'est vrai que alors ils vous parlent à vous, hein, ils sont conscients qu'il y a une étude qui est faite sur eux. Et puis, alors, il y a des choses qui sont vérifiables, mais il y a toujours un peu le doute que peut-être les médiums, ils auraient pu capter ce que les parents pensaient ou tout ça. Mais il y a eu quand même des choses sur l'entre-deux-vie. Ils parlent de l'entre-deux-vie, ils parlent de la réincarnation, ils parlent de... ils sont très matures, hein, les bébés, là. Oui, oui. Hein. C'est pour ça qu'on avait du mal à les appeler bébés au fur et à mesure de l'analyse des données. Oui, c'est vrai que comment je viens juste de perdre le fil parce que je suis un peu mon ordinateur qui veut redémarrer. J'ai un petit peu peur qu'il le fasse malgré nous. Alors, je vais juste le- lui dire non, redémarrer ce soir plutôt. Voilà. Merci. Ouais. Pardon, Sylviane. Redites-moi votre Je question. dis, les bébés, là, pour vérifiable, tout ça, donc il y avait des choses qui étaient vérifiables simplement parce qu'il y en a un qui dit, bah oui, mon papa vient du soleil, tout ça, bon, il était italien. Enfin, bon, il donne des renseignements Oui, que peut-être on pourrait penser oui. ont été Ok. captés voilà, bon, Moi, j'ai retrouvé le fil. J'ai moi-même en retrouvé le lisant le fil. livre, j'ai dit, oui, ça pourrait être ça, hein. Oui. Mais ils ont donné des informations donc sur l'après-vie, l'avant-vie, enfin quand ils sont dans le ventre, les deux vies, enfin, alors la question que vous posez à un moment donné dans le livre et que je vous pose, est-ce que ceux qui partent croient ceux qui arrivent?
Enfin, se dire Ah, vous allez directement là. oui, voilà. Je fais une petite introduction avant, pour les personnes qui n'ont pas lu le livre, parce que c'est vrai que le biais majeur pour cette recherche, hein, c'est important pour moi de le dire, pour pas on s'emballe non plus dans plus que ce qu'il faudrait, c'est qu'il y a quand même un biais, c'est ce besoin des intermédiaires. Contrairement aux expériences de mort imminente où les gens reviennent et puis racontent eux, donc c'est leur propre expérience. C'est plus simple quand c'est comme ça. Nous, on a des intermédiaires. Oui, Et les intermédiaires, le doute qui persiste, hein, je tiens à le dire comme ça, c'est est-ce qu'à chaque fois qu'ils ont capté quelque chose, ils l'ont capté au bon endroit, du c'est-à-dire bébé, du bébé. par ces consciences prénatales, ou est-ce que parfois, malgré eux, ils les ont captés dans les pensées des parents, Oui, même s'ils ne les rencontraient jamais. Ça, c'est très important. Les médiums n'ont jamais rencontré les parents. Ça, c'était méthodologiquement non discutable. Et puis, ils n'avaient pas d'indice pour oui, deviner des choses. Ça, c'est sûr. Ça, on a été très, très strict là-dessus. Maintenant, si vous connaissez la médiumnité vous-même, les capacités sont infinies, sont sans oui, fin. On ne oui, connaît pas très bien encore. Donc, il est aussi possible, je ne peux pas l'exclure complètement, que pour les choses qu'on ait pu vérifier, les médiums, parfois, les capter en se connectant aux parents de cet enfant. Ça, c'est le risque. Maintenant, heureusement, ces consciences, ces fœtus nous ont donné des informations qui n'étaient connues de personne. voilà, Et c'est ça, ça. ça a été très rassurant. Il n'y en a pas eu beaucoup parce qu'on n'a pas demandé. Je regrette un peu parce que moi, je faisais parler les parents des choses sur la grossesse, sur le fait est-ce qu'ils avaient déjà choisi le prénom, est-ce que ils pouvaient me décrire physiquement leurs parents, l'environnement où ils vivaient, est-ce qu'il y a des animaux de compagnie, des frères et sœurs déjà là. Tout ça, les parents me le racontaient. Donc moi, je le savais, la réponse. Et Oui, puis les parents le savaient aussi. Après, j'étais l'intermédiaire avec ces médiums. Et j'avais fait un guide d'entretien qui posait les mêmes questions à cette conscience fétale. Peux-tu nous parler de tes parents, nous les décrire physiquement? Peux-tu nous dire si ton prénom est choisi? Peux-tu nous décrire là où tu vas habiter? Est-ce que tu as déjà des frères et sœurs qui t'attendent? Est-ce qu'il y a des animaux de compagnie? C'est ça qu'on regardait entre chercheurs pour voir ça match ou ça matche pas. Et c'est en regardant ces deux recueils de données-là qu'on a pu mettre en évidence 69% de choses vérifiables, vérifiées comme justes. Ça nous a surpris. C'est quand même un chiffre ah oui, important au-delà du hasard statistique. On s'est rendu compte aussi que ce qui était le plus volumineux en information, c'était des choses spontanées qu'on n'avait pas demandé en fait. Si on regardait le taux de concordance, hein, en se tenant uniquement aux questions comme un entretien de police, le taux de choses données justes n'était pas très important. Mais par contre, il nous apportait plein d'autres informations surprenantes que moi j'allais vérifier lors du deuxième entretien quand ça s'y prêtait. Et c'est comme ça qu'on a pu arriver à 69% de données vérifiables, vérifiées comme justes. Maintenant, c'est vrai que les médiums pouvaient peut-être prendre ces informations dans l'esprit des parents ou dans le mien, puisque j'étais oui, à oui, l'interface de tout le monde. oui. Et je regrette qu'on n'ait pas posé la question à ces consciences fétales, peux-tu nous dire quelque chose que personne ne connaît mais que nous pourrions vérifier? Si c'était à refaire, je leur poserais cette question-là et je suis sûre qu'ils auraient des choses à dire. Mais ils l'ont dit spontanément, pas beaucoup, mais quand même à quelques reprises, on a eu des informations inconnues qui ont été vérifiées que moi je ne savais pas, les parents ne savaient pas, les médiums ne savaient pas. Je raconte tout ça en détail dans le Oui. livre. Et ça, c'est quand même rassurant, quelque part, qu'il y a une communication avec plus grand que nous. Oui, c'est ça. Moi, j'étais, les bébés, les bébés, pas vraiment bébés. La connaissance, la masse de connaissances, ils vous parlent à vous, hein, ils vous parlent. Il y en a un qui a un rapport avec le chat.
le chat donc de ses futurs parents. Ouais, Bon, il vous parle de l'environnement, ouais, ouais, c'est quelque chose ouais, d'inimaginable. Enfin, je veux dire, oui, vous avez dû, euh, enfin, je sais pas, mais en plus c'est très émouvant quand même aussi, hein, parce que oui, c'est très émouvant. ils ont eu, il y a le climat de confiance hein, qui s'est établi parce qu'ils vous ont parlé. Ils auraient très bien pu, j'en sais rien, moi, je dis ça, mais peut-être qu'ils auraient peut-être pensé que, bah, dans le fond, qu'est-ce qu'elles veulent Ouais, savoir? ouais, C'est notre vie privée, mais ils sont contents, ils sont très heureux qu'on leur parle, qu'on leur fasse participer à une, comment dire, à une expérience hors du commun. Ils disent aussi que leur maman est stressée des fois. oui, oui, C'est très drôle. oui, C'est un régal de vraiment. En plus, il y a ce côté spontané. Bon, ils sont bébés, mais ils sont quand même très matures. Hein. C'est vrai que oui, oui, c'est vrai. on se dit, quand on pense que pendant des siècles et des siècles, avant Martineau, là, après, qui disait le bébé est une personne, on les traitait comme, bon, comment on pourrait dire, vous, en tant que sage-femme, comment on les traitait, les bébés? On considérait que c'était Bon, on les traitait comme, comme des petits êtres qui n'ont besoin que d'être changés, enfin, au des propre et nourris. puis nourris. Voilà. Hein. En nourriture matière, hein, pas Mais forcément infection. pas spirituel, non. Non, mais même en câlin et tout ça, c'était pas forcément non plus la conscience qui était pendant longtemps. On pensait Oui, même oui, oui. que leur cerveau était tellement immature. C'est vrai qu'il a une immaturité, ce cerveau, mais on pensait qu'ils sentaient pas la douleur, que qu'on pouvait leur faire des petites interventions sans analgésie, puis que les cris, c'était des cris réflexes, mais que c'était pas une vraie souffrance. Enfin, tout ça, maintenant, ça nous horrifie. On a compris que ce Oui, nouveau il est très sensible et puis il a des compétences. Terry Brazelton l'a montré hein, dès la naissance avec toutes ses expériences de suivi de petites balles, de tirer la langue si on tire la langue, enfin, oui. de mimique en miroir, enfin en tous les cas d'une recherche d'interaction immédiate Oui. dans les jours qui suivent la naissance. Et puis, alors, pour leur prénom, ils sont d'une précision clinique, on peut dire. Ils savent pourquoi, comment, tous les parents, pourquoi ils ont hésité. Ah, ça vient du grand-père ou de la grand-mère ou de la tante, enfin peu importe. Ouais. C'est Non, extraordinaire. c'est vrai qu'il y a eu des précisions inattendues, mais qui étaient vraiment, qu'on a pu vérifier juste. Alors, ils nous ont rarement donné leur prénom tel quel. Ça, c'est une frustration pour nous, les chercheurs. On a dû souvent, dans un quart des cas, on a dû interpréter les données. Parce que ça fonctionne comme ça, en fait. Hein. Les personnes hypersensibles nous ont raconté, et je l'ai lu aussi, et, Stéphane Alix, dans ses livres, en parle notamment avec le test. Euh, les informations sont données sous forme d'images, Oui, de ressentis, mais rarement avec des phrases toutes faites. Donc il y a un décryptage à faire. C'est ouais, là où le filtre du médium peut intervenir. oui. C'est pour ça que je vais être très prudente avec les choses vérifiables. On a pu vérifier, c'est assez simple. Pour tout ce qui est des questions-réponses non vérifiables qui partaient vraiment très ouvertes, les questions non vérifiables, pour les gens qui n'ont pas lu le livre, ils doivent se dire c'est quoi. Ben, on leur a... Pardon, excusez-moi, je bois un petit peu d'eau. On leur a demandé s'ils savaient pourquoi ils s'incarnaient, est-ce qu'ils avaient une mission de vie, est-ce qu'ils avaient choisi leurs parents, est-ce qu'ils pouvaient nous parler de ce qu'ils vivaient dans cet entre-deux. Pour tout ça, on a eu énormément de réponses qui semblent enseignantes quelque part hein, pour nous. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a le filtre du médium aussi qui est là, même si ces médiums-là font beaucoup de travail sur eux pour en être détachés. Il faut garder à l'esprit que ça peut être teinté quand Oui, même oui. par une partie d'eux. Donc, prenez, mais gardez votre discernement. C'est ce que je dis dans le livre. J'explique vraiment comment on a fait les choses avec une transparence totale. Mais je tiens aussi à ce que les lecteurs restent dans le discernement et leur propre ressenti intérieur.
parce que on sent si ça sonne juste, si ça sonne moins juste, et si on ne sent pas, il faut aussi écouter ça. Parce qu'il y a une part aussi de notre interprétation de chercheur, on a dû la mettre en œuvre parce que les choses étaient des fois données comme s'il fallait faire une petite enquête de détective pour comprendre ce qui voulait être dit là. Par exemple, il y a un bébé qui nous a dit que des tas de petites mains se posaient sur sa tête. Bon, durant une grossesse, beaucoup de gens mettent les mains sur l'utérus, donc c'était pas une information, un scoop en soi. Il n'y avait rien à vérifier de juste parce que la maman nous aurait dit, bah oui, on touche mon ventre, bien sûr. Mais ce qui nous a interpellés, c'est sur ma tête. Pourquoi sur ma tête? Parce que la majorité des bébés sont la tête en bas assez rapidement quand même dans la grossesse, et donc les gens qui touchent l'utérus mettent rarement la main au-dessus du pubis des femmes enceintes, mais plutôt sur le haut, au-dessus de l'ombilic. Donc ils touchent plutôt les fesses que la tête la majorité du temps, ou le dos. Et en creusant avec la maman, on a appris qu'en fait ce bébé se présentait en siège depuis très longtemps, et il est né en siège. Donc quand il nous a dit que des petites mains se posaient sur sa tête, c'était vrai, c'était sur C'était sa tête. vrai. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Et il nous a pas dit je me présente par le siège. Ça aurait Oui, été c'est plus ça, simple. oui, c'est ça, oui, oui, oui. Non, il nous a dit que des petites mains se posaient sur sa tête, et nous, on a dû faire après notre enquête. Pour le quart des informations reçues, c'était comme ça. Il fallait un petit peu qu'on cherche à comprendre ce qu'il voulait nous dire là, comme s'il faisait beaucoup d'efforts pour se faire comprendre, mais, mais que les personnes sensibles ne recevaient peut-être pas directement ce qu'ils auraient voulu Oui, dire, oui. et que voilà, c'était... C'est comme en intuition, hein. Rarement dans un exercice intuitif, quel que soit l'exercice que vous faites, on va vous dire, ben voilà ce que tu vois, ça veut dire ceci, cela. Non, il faut décoder, Ouais, c'est ça. décoder, interpréter. Et c'est Ouais, là la difficulté. ouais, ouais, Tout réside dans cette difficulté, d'ailleurs, dans l'intuition, ouais, c'est le ça. décodage, hein. Alors, je ne vais pas me plaindre parce que nous, on a quand même eu que 24% de nos données qui ont nécessité ça. Le reste, c'était vraiment très clair. Très clair, oui. Je pense à un autre exemple de choses qui nous ont été amenées, qu'on n'attendait pas, et puis que j'ai été vérifiée. Il y en a des centaines, hein, bien sûr. Mais il y a une âme qui nous a dit, je ne suis pas le premier à venir. Oui, Euh, Mes parents ont déjà eu... enfin, il y a eu quelqu'un avant moi, mais qui n'est pas resté. Mais je suis contente d'être accompagnée par cette petite âme-là durant ma gestation. Alors, gros mystère, quelque chose comme ça, surtout que moi, j'avais déjà interviewé les parents qui m'avaient dit que c'était la première grossesse. Donc, pour le deuxième entretien, je vais un petit peu sur des œufs, je reviens sur cette histoire de première grossesse, et en leur disant que voilà, j'avais eu une information que je ne comprenais pas en lien avec peut-être une grossesse qui n'aurait pas été à son terme. Et puis là, pouf, les parents étaient un peu scotchés, et puis ils me disent, oui, c'est vrai qu'on t'en a pas parlé, mais il y a eu une grossesse avant celui-ci, et puis on a fait une interruption volontaire. Waouh! Donc c'était juste, hein. oui, il Donc avait raison, le bébé. voilà, c'est ça, c'était troublant quand il se passait des choses comme ça, puis ça arrivait beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. Et puis, il y a les jumeaux aussi, hein, parce qu'on en parle Oui, beaucoup aujourd'hui, oui, hein, oui, oui. euh, Alors, c'est vrai qu'il y a eu des livres écrits hein, par le couple oui, Sterman hein, sur mm, le syndrome du jumeau perdu, ou Un seul être vous manque de Claude Imbert. oui, Euh, j'ai acheté ces livres depuis, je ne les avais pas lus avant, mais ça m'a interpellée quand le tiers de nos rencontres fœtales nous ont raconté qu'au début, ils n'étaient pas seuls. Bon, c'était trois sur nos 11. Au début, ils n'étaient pas seuls, mais qu'ils continuaient de grandir seuls. Et c'était étrange parce que pour ces trois-là, à chaque fois, les mamans ont décrit, parce que je leur faisais parler du début de la grossesse, comment elle se déroulait. Donc. oui, Et ces trois femmes-là sont les seules à m'avoir décrit qu'en début de grossesse, elles ont eu un épisode où elles ont perdu du sang, où elles ont cru qu'elles avaient perdu le bébé. Et puis en fait, non. Et même une dit à l'écho que le médecin a fait une échographie en lui disant peut-être il y avait
un autre sac fœtal, mais qui s'est pas développé. Et ça a coïncidé exactement, ces trois consciences qui nous ont dit qu'elles n'étaient pas seules au début, a coïncidé avec ces trois femmes qui ont raconté ces pertes de sang au début de grossesse. Elles n'ont pas forcément, elles, fait le lien avec... Oui. elles ont fait le lien avec ouh, j'ai risqué de faire une fausse couche, j'ai perdu du sang, mais elles m'ont pas dit il y en avait deux, puis un est parti. Mais c'est troublant de voir que ces trois qui ont dit ça correspondent à un symptôme clinique qui va dans le sens. Donc ça reste un point d'interrogation, mais ça va, en lisant les livres après qui ont été écrits sur le sujet, ça semble quelque chose de possible. Oui, mais, donc là, les médiums ne pouvaient pas, vous ne le saviez pas et les médiums ne le savaient pas. Donc Non. c'est vérifiable quand même ça. Bah, disons que les parents le savaient, mais enfin disons que les parents n'avaient pas la conscience que c'était peut-être un... Peut-être un jumeau, voilà, Oui, c'est oui, ça. c'est encore un élément que j'avais pas identifié avec cette force-là, mais vous avez raison, c'est aussi quelque chose que personne savait quelque part, mais qu'on ne peut pas prouver non plus. C'est que Oui, les voilà, puristes diraient, bon, oui, mais on ne peut pas le prouver non plus, il y a eu des mais pertes de sang. je Voilà. crois que c'était Einstein qui disait que ce qui n'est pas ce qu'on ne peut pas prouver aujourd'hui deviendra évident, ou Oppenheimer, je ne sais pas, un des deux. Ce qu'on ne peut pas prouver aujourd'hui deviendra évident dans quelques décennies ou un truc comme ça, ce qui est vrai, ce qui est Ouais, vrai. oui, oui, Hein, c'est bon, possible. mais C'est la différence dans la justice. Des fois, ils font les nuances entre une preuve ou des pièces à conviction. On me disait qu'on a oui. beaucoup de pièces à conviction, mais la preuve irréfutable, j'oserais pas dire qu'on l'a quand même. Il faut C'est rester. l'intime conviction dans le jugement. C'est l'intime conviction. Vous savez, comme dans les procès, on n'a pas Ouais, de preuve, mais c'est notre intime voilà, conviction. oui, ça peut être ça. C'est Et ça, hein, on puis, pourrait dire ça. Alors, il y a eu ça a aussi, changé aussi. Pardon, pardon. non, j'allais parler ce qui a été très troublant aussi, c'était des possibles réincarnations. Oui, Il y a eu deux histoires tellement inattendues et troublantes dans ce sens que là aussi, ça ouvre la porte à des questions, à des explorations et si c'était vrai, quoi. Alors là, j'ai trouvé des livres. Il y a le livre de Myriam Gablier qui s'appelle oui, Réincarnation, qui est très oui. intéressant, un livre sur le sujet. Il y a Ian Stevenson avec Voilà, Jim oui, oui, qui Stevenson. a écrit beaucoup de livres sur des mémoires, sur des expériences en régression avec l'hypnose ou des témoignages d'enfants. Je m'attendais pas à ça dans la recherche. C'est venu, ça fait partie des choses qui ont été annoncées spontanément, hein. Je reviens dans Je cette famille. reviens. Il n'y a pas eu ce mot réincarnation Oui, utilisé oui, par oui. les consciences fétales. Jamais. Ça, c'est un mot que nous, on a mis Oui, voilà, c'est aux ça, oui. chercheurs pour lui donner du sens, mais l'idée de je suis déjà venue dans cette famille, je connais déjà ma maman. Dans une des deux situations, cet homme fœtal nous a dit la première fois dans cette même famille, j'étais un accident de parcours. Oui, Et il se trouve que cette famille a perdu un enfant, la première grossesse, pour une interruption médicale de grossesse suite à une malformation fœtale quand la grossesse était déjà bien avancée. Donc c'est très troublant. oui, Surtout, c'est troublant, c'est oui. très troublant dans le sens où ça matchait complètement avec l'intime conviction, puisque c'est ce Oui, que vous avez utilisé comme expression, des parents eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est pas nous, chercheurs, qui nous sommes dit, enfin, disons que si les parents eux-mêmes n'avaient pas eu un discours spontanément pour nous dire ça, parce que c'est comme ça que ça s'est passé, cette maman qui avait perdu cet enfant pour malformation fœtale, c'était quand nous, on a discuté avec elle, c'était sa quatrième grossesse, surprise. Et c'est la première petite fille qu'elle avait perdue. Et puis elle a eu une grossesse après, numéro 2, une grossesse numéro 3 où elle n'a rien senti de particulier. Mais cette grossesse numéro 4, immédiatement, elle s'est dit, c'est je ne vais pas dire le prénom, mais qui revient. Euh, et, et son mari sentait ça aussi. c'est Et curieux, elle me hein. disait, on n'ose pas en parler à notre famille, on ne le dit pas à la famille parce qu'ils vont nous dire que... Oui, voilà, là-haut, ça, ça Enfin, l'emporte. bref, c'est quelque chose qui reste intime dans notre Oui, couple, mais on est très troublé avec une intime conviction que c'est elle qui revient.
Bon, d'accord, moi j'écoute ça, je prends tout, hein, le premier Oui. entretien, il m'explique tout ça, d'accord. Après, je dis donc à toute mon équipe de médiums, bah voilà, il y a quelqu'un qui se présente, allez-y. Et puis après, moi je reçois les rapports et je lis, et puis je lis que je suis l'âme de qui revient. La première fois, j'étais un accident de parcours, je viens retrouver l'énergie de ma maman. Waouh! Ah oui, oui, ah oui, ça devait être vraiment émouvant quand même, hein? Ouais, c'était émouvant. Très, très Hein? émouvant, très interpellant, très touchant. Et oui, il y avait toujours ce moment de vraiment d'émotion. Oui. Et puis, je reste une scientifique, une chercheuse. Donc après, je montais dans ma tête et puis on me dit, oui, mais bon, peut-être que c'est une information qu'ils ont pris dans la tête des parents. Je peux pas le prouver non plus, mais ce sont des faisceaux de concordance qui Oui, oui, sont il y montrés. en a trop quand même, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein? Donc, Je vois que vous êtes alors, convaincu. là, je vous avais posé il y a quelques minutes, plus de dizaines de minutes, est-ce que l'âme qui sort, est-ce qu'elle se croise? Enfin, est-ce que vous Les avez... âmes qui sortent et les âmes qui reviennent. Oui, Bien sûr, je peux pas dire j'ai la réponse oui ou non. oui, Mais il y a eu une situation troublante, en plus de celle où les âmes nous ont dit être accompagnées par donc l'âme du bébé qui avait un avortement. oui, Bon, il y a eu des choses comme ça. Mais une situation, je pensais à celle-là que vous pensez, était très troublante où à la fin d'un entretien, une maman, enfin, disons que j'avais reçu les rapports des médiums qui me disaient que cette petite âme était proche d'un homme, d'un vieux monsieur, qu'elle lui tenait la main, qui lui disait au revoir, enfin quelque chose comme ça, quoi, qu'il y avait quelqu'un comme ça, âgé à ses côtés, ça avait l'air d'être très serein, très serein. Bon, moi, quand j'ai lu ça, évidemment, j'en ai rien fait du tout parce que je restais dans cette posture de ne rien dire aux parents oui, qui pourraient les déstabiliser. Donc, je n'allais vérifier que des choses qui me semblaient possibles de vérifier, comme je l'expliquais tout à l'heure, avec peut-être une fausse couche ou un avortement qui n'aurait pas été dit et puis qui finalement m'était confirmé. Mais ça, vraiment, je me suis dit, je n'en fais rien. Je n'en fais rien. C'est dit comme ça, puis ça va rester comme ça. Sauf que lors du deuxième entretien avec la maman, je termine toutes mes questions habituelles. Et puis à la fin, j'ai toujours une question ouverte. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Et puis là, un petit peu émue, gênée, elle me dit, il n'a pas parlé de mon grand-père. Alors, moi, j'ai un visage assez expressif, donc j'ai pas eu le temps de dire une parole que j'ai dû faire des yeux comme ça, parce qu'elle a tout de suite eu besoin de me dire, m'expliquer que c'est parce que son grand-père est en train de mourir, et puis qu'il voulait vraiment voir sa petite fille, et qu'elle était triste de sentir qu'il allait partir, parce que c'était imminent avant qu'elle naisse. Et pourquoi elle m'a posé cette question-là? Elle en était presque gênée elle-même, aussitôt qu'elle l'a dit, puis qu'elle a vu ma tête, elle a eu besoin de justifier pourquoi elle me oui, demandait ça. Et waouh, c'est troublant. oui, Alors, oui. peut-être, peut-être, mais je peux Peut-être, pas peut-être dire qu'ils se plus. croisent. Qu'est-ce qui a changé pour terminer? Parce que moi, je resterai avec vous pendant des heures. Et je remets ce livre, hein, Expérience de naissance imminente, donc aux éditions Guy Daniel. Qu'est-ce qui a changé pour vous maintenant? Aujourd'hui, après cette expérience, d'abord, est-ce que vous allez continuer? Enfin, il y en a d'autres ou non? Pour l'instant, pas. J'aimerais, mais pour ça, il faudrait trouver du soutien des sponsors, hein, des Oui. mécènes, des gens qui nous soutiennent, parce que ce travail, il a été très lourd à Ah faire oui. sur mon temps privé et je dois déjà me récupérer de ça, en fait. Donc, pour l'instant, pas. Mais dans le livre, j'invite quand même toutes les personnes qui auraient envie de déposer un témoignage. euh, Parce qu'il y a aussi des expériences avant les grossesses, on n'a pas eu le Oui. temps d'en parler, mais il y a aussi des gens qui sont venus vers moi pour me dire, mais moi, je communique avec une âme qui veut s'incarner en moi, mais je suis pas encore enceinte, mais je doute pas de ce que je vis. Enfin, il y a plein d'expériences comme ça qui méritent d'être collectées pour Oui. être diffusées. Et ça, j'aimerais beaucoup continuer à le faire.
pas forcément sous le forme d'une recherche comme je l'ai fait avec de Oui. l'expérience, mais de récolter les témoignages et puis de les analyser avec la façon que je sais faire en recherche pour y donner du sens et le transmettre pour continuer d'ouvrir les consciences sur ce sujet ou de libérer la parole aussi, parce que je me suis rendu compte que depuis que ce livre est sorti, j'ai des personnes proches de moi qui en ont eu connaissance et qui spontanément me racontent des expériences. Où je leur dis à chaque fois, ah, j'aurais voulu t'enregistrer, toi, c'est fort ce que tu me racontes. Et donc, ça va libérer peut-être la parole là-dessus. Il y a Maintenant, beaucoup de choses, oui, qui peuvent être dites, hein, oui, sur on est au ça. tout début, hein, on est au tout début. C'est la lumière sur ce sujet-là, il est maintenant. Alors, l'humanité était peut-être pas prête avant, peut-être on n'est pas encore complètement prêt à s'ouvrir à cet aspect-là de la naissance et puis ce mystère de la naissance, Oui. parce que comme vous citiez Bernard Martineau qui a changé la perception du nouveau-né en disant le bébé est une personne, peut-être que maintenant on est prêt à aller plus loin et se dire ok, le bébé c'est une personne, mais une personne c'est quoi? Oui. C'est quoi une personne? Qui peut dire ce que c'est? Qui on est réellement? Enfin, tout ça mérite exploration. Cette recherche, ce témoignage, ce livre contribue à explorer le potentiel de l'être humain, en fait, en dehors même d'une grossesse et d'une naissance. Donc, ça a changé, ça m'a ouvert l'esprit à beaucoup des sujets dont on a abordé tout à l'heure, hein, sur les choses inattendues Oui. dans cette recherche. Et, et puis, bon, j'aimerais quand même transmettre que c'est important. Déjà, si les parents, les futurs parents pouvaient se dire, et si c'était vrai, tout ça? Si c'était vrai que peut-être mon bébé, il y a une âme qui est là, qui me regarde, qui nous observe, qui a envie d'interagir avec nous, qui nous aime déjà énormément, je pense que ça changerait déjà encore en plus l'amour qui est déjà là, mais qui serait encore plus palpable peut-être dans cette interaction invisible, subtile avant la naissance. Et en tous les cas, au moment de la naissance, ce petit être qui arrive mérite qu'on l'accueille dans le plus de respect possible, une grande douceur, un amour infini, parce que il a peut-être fait un très très long chemin pour arriver jusque dans les bras de ses parents. Bien écoutez, on va terminer sur ces merveilleuses paroles, hein. Je le répète, je remontre votre livre. Attendez, il est griffonné, il est bon, bref. Franchement, lisez-le. Là, je m'adresse à toutes les personnes qui vont nous entendre, qui vont nous voir, vous voir. Lisez ce livre, il est vraiment, moi je l'ai dévoré. C'est une, alors, on a parlé tout au début d'aventure. Moi, je l'ai lu comme un roman d'aventure. Au fur et à mesure, c'est une aventure humaine, une aventure de l'esprit, de tout. Et puis moi, je trouve que vous avez été éminemment courageuse d'ouvrir les esprits parce que bon, c'est extraordinaire. Les futurs mamans, les déjà mamans, c'est notre cas, les personnes qui malheureusement n'ont pas d'enfants, mais qui veulent comprendre comment et pourquoi elles sont venues. Ça, Mm. les papas, parce qu'il faut parler aussi beaucoup des papas, hein, au moment, ça c'est très important. On en parle peu au Ouais, moment de la naissance, de plus ouais, en plus, mais vous donnez beaucoup la parole aussi aux papas. ouais. Et je trouve vraiment votre livre Mm. extraordinaire, bien écrit, hein, j'en ai parlé, mais bien écrit. Il se lit facilement et puis il est passionnant, il est captivant. Moi, il m'a captivé. Merci Sylviane. Eh bien, écoutez, je vous dis merci encore une fois, bravo, et à très très bientôt, j'espère, pour les Oui, si vous témoignages. voulez, ça marche. Au revoir. Au revoir.